Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, pour ce 14e podcast Cyber Stories raconté par les femmes du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Créé en 2016 par la docteure en informatique Madame Nassira Salvan, le Cercle des femmes de la cybersécurité est l'association pionnière sur les sujets d'inclusion dans la filière cybersécurité en France. Pour notre invitée du jour, Pascaline Bossard, la cybersécurité est devenue une évidence au gré de son expérience professionnelle dans le milieu industriel. Elle a choisi d'ajouter une expertise cybersécurité à son expertise métier en supply chain, confrontée à la multitude et à la criticité des données des entreprises, bien souvent pas assez protégées, reflet d'un niveau de maturité souvent encore trop faible dans certains domaines industriels, en France et à l'international. À travers son parcours, ses engagements et son témoignage dans ce podcast aujourd'hui, elle souhaite élever les consciences sur les enjeux industriels et sanitaires de la cybersécurité, dans un contexte géopolitique et économique sous tension. Cet épisode s'annonce passionnant. Nous pouvons tous contribuer à lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité et le leadership des femmes dans la cybersécurité en menant des actions concrètes. D'ailleurs, ces femmes que vous allez entendre ne portent pas de sweat à capuche, mais elles travaillent dans la cybersécurité. Ce projet de podcast est une manière pour nous de mettre en avant les profils féminins en mêlant des témoignages de lauréates des trophées CEF6 et des prises de parole d'expertes sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le CEF6 compte plus de 600 membres, dont 15% d'hommes, de métiers et de profils distincts, allant de RSSI à consultante, ingénieure en IA, chercheuse, développeuse, avocate, commerciale, SOC manager, tout exerçant dans la cybersécurité et volontaire pour contribuer à rendre visible ce secteur et les compétences qui le composent. Pour briser les idées reçues, améliorer l'appropriation des bonnes pratiques cyber, développer les compétences. Ce 14e podcast donne donc la parole à une professionnelle de la cyber, Pascaline Bossard, qui est experte en cybersécurité industrielle dans un milieu hautement sensible, le secteur des biotechnologies, et plus spécifiquement en santé animale. Ces animaux qui nous nourrissent font l'objet d'une véritable guerre économique et politique dans le monde, et par conséquent, les données de santé animale, tout comme les données de santé humaine, sont devenues de véritables cibles, avec un impact potentiellement systémique. Nous avons hâte d'en savoir plus. En ce qui me concerne, je suis Chloé Villetier, senior manager en cybersécurité et confiance numérique dans un cabinet de conseil, et je suis ravie d'accueillir Pascaline aujourd'hui à La Défense. Pascaline, bonjour. Bonjour Chloé. Merci beaucoup Pascaline d'avoir répondu présente pour te prêter à cet exercice et d'avoir fait ce long trajet depuis Montpellier pour nous partager ton parcours et tes convictions en matière de cybersécurité aujourd'hui. Pascaline, ce que je te propose pour commencer, pourrais-tu nous expliquer s'il te plaît pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette démarche ? Alors bonjour à tous, bonjour Chloé. Donc j'ai décidé de participer au podcast pour me dire tiens, je vais faire le podcast que j'aurais souhaité écouter il y a quelques années quand je me suis lancée dans ce processus de reconversion cybersécurité. Et puis aussi parce que j'ai rencontré les gens de l'association du CEF6 grâce à toi et pouvoir aussi les mettre en lumière aujourd'hui. Eh ben, on est ravis. Merci beaucoup Pascaline d'être avec nous aujourd'hui. Alors évidemment, nous aimerions commencer par en apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier actuel, ton parcours et finalement comment tu en es arrivée à la cybersécurité ? Alors, mes métiers actuels, en fait, aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. Je suis responsable supply chain et projet dans un groupe international. Et en parallèle, donc c'est assez récent, j'ai créé ma propre structure en cybersécurité pour pouvoir continuer les travaux que j'ai initiés pendant le MBA, notamment avec les travaux de recherche pendant le mémoire, que je ne voulais pas laisser comme ça. Et donc, pour pouvoir continuer à travailler sur ce sujet spécifique que j'ai porté pendant 1 an et demi, j'ai créé ma propre structure. Et comment j'en suis arrivée à la cybersécurité ? Donc moi, je fais partie des gens, on va dire, ce qu'on appelle du métier en cyber. J'ai commencé en étant sur le terrain en gestion de production, ce qui correspond à ma formation initiale. Moi, je suis une passionnée de l'industrie, des univers industriels, des usines, là où on produit les choses, là où il y a des équipements, des machines et des personnes. Donc j'ai eu différentes fonctions en termes de gestion de production au fil des ans et aujourd'hui donc en supply chain.
En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, qu'on voit affichée partout, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu naître ou se créer, on va dire, il y a à peu près une dizaine d'années, où effectivement, avant, les équipements qu'on achetait, les équipements qu'on voyait dans les usines étaient uniquement mécaniques, avec des personnes qui les faisaient fonctionner. Il y avait très peu d'ordinateurs à côté, très peu de data. Et en fait, on a vu au fur et à mesure l'évolution, donc déjà des outils qui ont commencé à se connecter au niveau de la production. Et puis aujourd'hui, c'est des équipements qui produisent de la data ou aussi dans lesquels on injecte de la donnée pour pouvoir produire. Donc tout ce changement-là, j'ai pu le voir parce que moi, j'ai eu la chance de visiter un certain nombre de structures industrielles au fil des ans, en France et en Europe. Et plus ça allait, plus cet intérêt de me dire mais comment on fait pour protéger, puisque souvent ce sont les recettes par exemple de production qu'on va injecter dans l'équipement pour la production ou récupérer des données pour le contrôle qualité derrière, de me dire mais en fait si aujourd'hui quelqu'un pénètre dans ces systèmes, il peut prendre ce qui fait la valeur de la société. Que la sécurité physique aujourd'hui sur une usine de production n'est absolument pas suffisante. Donc en fait j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces sujets, à m'intéresser moi de mon côté. Et puis, j'ai décidé que c'était le nouveau cap que je voulais donner à ma carrière professionnelle, c'est-à-dire travailler spécifiquement sur la sécurité industrielle, la sécurité des équipements, pour être sûr que ce qui appartient à l'entreprise reste dans l'entreprise. Et donc, tu as toujours évolué dans le secteur des biotechnologies, Pascaline ? Oui, depuis 20 ans. Super. Et alors, justement, tu l'as évoqué rapidement quand tu t'es présentée. Tu as parlé d'un MBA, tu as parlé de travaux que tu avais démarrés. Donc, effectivement, je crois comprendre que tu as repris tes études pour donner cette nouvelle impulsion à ta carrière et en donner une coloration cybersécurité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, justement, sur ton parcours de reconversion professionnelle en cybersécurité ? Oui, alors parcours, c'est le mot, parce que en réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte que c'est un projet projet personnel que j'ai initié il y a 4 ans. En fait, quand vraiment j'ai eu le sentiment, que je pense comme beaucoup de monde post-Covid, moi j'étais dans la supply, dans ce secteur pendant le Covid, très exigeant, et je me suis dit, je pense que j'ai besoin de vraiment consacrer 100% à ce souhait d'être en cybersécurité. Et j'ai commencé à réfléchir, à me dire comment est-ce que je peux rejoindre aujourd'hui ce secteur. Et je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je me forme, tout simplement, et que j'aille chercher de la connaissance via un parcours, on va dire, scolaire, entre guillemets, mais dans ce sens-là. Et là, on va dire, la première difficulté pour moi, c'était de trouver la bonne formation. Aujourd'hui, on parle beaucoup, il faut avoir plus de monde en cybersécurité, il faut encourager les gens à se reconvertir. Donc, moi, dans mon cas personnel, venant d'une formation qui n'était pas du tout liée à l'informatique et qui était très orientée, donc gestion de production et supply chain, je me suis rendu compte qu'en fait, les formations extrêmement techniques, pour moi, soit vraiment je repartais d'un niveau complètement différent, mais où de toute façon, je n'avais même pas les critères d'entrée. Donc, il y a eu toute une période où j'ai filtré et je me suis rendu compte qu'en passant via le MBA et donc capitaliser sur tout ce que moi j'avais comme connaissance, mes 20 années d'expérience derrière moi, ça pouvait être un biais de le rejoindre par plutôt de la gouvernance ou ce type de responsabilité. Et puis, là, il y a une période où effectivement, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, mon deuxième fils était encore assez jeune. Donc là, il y a eu la question de est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment. Et puis, je pense qu'en fait, ça a été aussi une excuse pour moi de ne pas me confronter à la réalité, de me dire, si j'envoie ma candidature et qu'on me dit non, mince, comment je vais faire ? Donc, je pense qu'il y a une période de peur d'y aller. Clairement, aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Et puis, comme dans tout dans la vie, il s'est passé un événement dans ma vie personnelle qui a fait qu'un matin, je me suis dit non, mais en fait, maintenant, ça suffit. CV, lettre de motivation, dossier de candidature, on y va. Voilà, ça a été lancé. Et j'ai été retenue au MBA cybersécurité et management des risques de l'information. Merci. À l'ESG Paris, c'est ça ? À l'ESG Paris, tout à fait. Et donc, c'était il y a exactement 2 ans. Voilà, il y a exactement 2 ans. Donc, on va dire entre le moment où je me suis dit « vas-y » et que j'ai commencé à faire mes recherches et le moment où réellement je suis rentrée, installée dans une salle pour suivre ma formation, il s'est passé 2 ans et la formation a duré 1 an et demi. Et donc voilà, on va dire que c'était un processus on va dire à peu près 4 ans entre le moment où j'ai commencé à y réfléchir et le moment où je suis sortie vraiment diplômée en cybersécurité. Et alors, quel effet ça fait de retourner sur les bancs de l'école ? Alors, moi, ça a été une expérience extraordinaire.
Alors, on va enlever l'aspect où, au départ, il faut se remettre dans le bain d'être assis 8 heures à écouter quelqu'un. Même si c'était très interactif, très vivant, on avait beaucoup d'échanges et ce n'était pas que des cours assis. Bon, il y avait le côté un peu au départ concentration physique, mais l'aventure a été extraordinaire. Je ne peux que conseiller à tout le monde de faire ça, tant c'est enrichissant. Alors sur le plan intellectuel, hein, puisque vous allez chercher de la connaissance que vous n'avez pas, et sur le plan humain, aussi rencontrer, sortir de son quotidien, sortir de son entreprise, sortir de beaucoup de choses. Beaucoup utilisent sortir de sa zone de confort. Je ne suis pas forcément fan de cette expression, mais sortir de sa zone de confort et repartir, c'est une aventure extraordinaire. Et alors, tu l'évoquais tout à l'heure quand tu décrivais ton parcours, tu évoquais des travaux de recherche, un mémoire qui t'avait amené derrière à vouloir poursuivre un peu cette aventure et créer ton entreprise. De quoi il s'agit exactement de ces travaux? Qu'est-ce que tu as fait à l'occasion de ce MBA? Alors, on nous a demandé de réaliser un travail de recherche approfondi. Alors ça, c'est dans les points aussi très positifs, je pense, de reprendre ces études. Ça permet d'aller en profondeur sur un sujet. Aujourd'hui, on n'a plus tant l'occasion de faire ça. Et quand on nous a demandé de choisir un sujet, il fallait prendre un sujet pas couvert, où il y avait très peu de choses de créer sur le sujet qu'on choisissait. Tu veux dire des sujets peu documentés? Voilà, peu documentés, peu traités. Et moi, le secteur dans lequel je travaille, donc qui n'est pas un secteur connu du grand public, hein, qui est le secteur du diagnostic vétérinaire, je me suis dit, en fait, ce secteur-là génère l'équivalent des données santé humaines, hein, qu'on peut avoir pour suivre la santé humaine, mais en fait, chez les animaux d'élevage. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a une certaine maturité ou pas dans ce secteur? Et comment on se positionne par rapport aux menaces cyber sur ce secteur? Donc là, ça m'a permis de faire une recherche très approfondie sur les menaces, la typologie des menaces qui sont spécifiques à ce secteur. Ensuite, aussi une analyse des risques approfondie par rapport aux données qui sont produites, utilisées, transmises tous les jours, hein, et c'est assez conséquent. Et ensuite, d'aller un petit peu sur une analyse plus, on va dire, humaine et aussi des process pour comprendre la maturité où elle se situait dans ce secteur. Et par rapport à ça, essayer de regarder, on a des menaces, on a des risques, on a un niveau de maturité qui est ce qu'il est, et de voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer derrière. Donc ça, c'est le travail, en fait, qui m'a amené à rencontrer beaucoup de gens, avoir beaucoup d'échanges pendant 1 an et demi pour réaliser ce travail. Et effectivement, une fois ce travail réalisé, soutenu et passé le diplôme, j'avais pas envie de le laisser tomber, rangé dans un placard, et je voulais continuer à porter le sujet. Alors oui, Pascaline, le sujet de ton mémoire est passionnant. Tu as adressé la problématique des données de santé animale face aux risques de cybersécurité. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu finalement quels ont été les grands enjeux et les conclusions de tes travaux? Alors, donc, quand on parle de santé animale, juste pour expliquer peut-être un petit peu, c'est l'équivalent tout simplement des tests de suivi de santé, alors que nous, on peut avoir chez les humains. Quand vous n'êtes pas bien, vous allez au laboratoire en bas de chez vous, on va vous faire une prise de sang, le laboratoire va faire des analyses. Donc en France et dans le monde d'ailleurs, les animaux d'élevage, en fait, ont exactement le même suivi pour leur santé. Si on reprend par exemple le cas de la transformation du lait, on est obligé de faire des tests d'analyse avant que le lait puisse être transformé en usine. Donc en fait, tous les jours, on a des milliers et des milliers de données qui sont produites en fait en France pour suivre un petit peu la production, notamment à prendre le lait, mais aussi sur la viande. Et donc Donc c'est toutes des données liées à la traçabilité des animaux, au fait qu'ils soient en bonne santé et donc qu'ils puissent effectivement finir à la consommation humaine. Voilà, c'est ça. Et aussi leur propre santé, à eux aussi, comme quand ils sont malades, ils ne peuvent pas l'exprimer. Donc, il faut bien qu'on soit capable de le suivre. Et en fait, là, les enjeux qu'il y a derrière, donc tu as commencé à le dire, hein, il y a les enjeux, on va dire, de suivi pour la consommation derrière. Il y a une grosse partie du suivi qui est sanitaire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une très grande partie, c'est plus de 70% des maladies qu'il y a chez l'homme viennent des animaux. Donc, en fait, quand on suit les maladies chez les animaux, notamment d'élevage, qui s'appellent les zoonoses, qui sont les maladies transmissibles à l'homme, on suit aussi un petit peu le suivi sanitaire, donc en France, mais mondial. Hein. C'est un système qui est mondialisé sur ces données-là. Donc aujourd'hui, quel enjeu sanitaire, tout simplement de comprendre la circulation un petit peu des virus en France, en Europe. Donc il y a certains qui sont en public où on peut s'appuyer dessus pour expliquer un petit peu mieux, comme la grippe aviaire, par exemple, dans le sud-ouest, qui a eu pour les canards. Voilà, on a été obligé de suivre pour limiter, on va dire, les dégâts et maintenir les élevages comme on pouvait.
Ensuite, donc, il y a tout un aspect quand même qui est économique, qui est lié au fait qu'on a besoin de la matière première pour la transformer, donc dans l'agroalimentaire, donc ça va être le lait, mais aussi la viande. Et après, il y a un sujet dont on entend beaucoup plus parler, on va dire, depuis 2 ans, c'est tout ce qui est lié à la souveraineté alimentaire. Il ne faut pas oublier que l'élevage a vocation à nous nourrir tout autant que nous sommes. Et aujourd'hui, en fait, quand on commence à creuser, quand on commence à aller un petit peu plus loin, de se dire, OK, quand on sort de l'élevage, à quoi sert l'élevage, à quoi servent ces données? Donc, il y a ce côté, effectivement, souverain qui est très important. Et en fait, on se rend compte que c'est un secteur qui est extrêmement soumis aux conflits géopolitiques. On a eu le cas avec la guerre en Ukraine où on se rend compte, en fait, tout simplement des impacts que ça peut avoir sur les flux, sur comment nourrir les animaux, les choses comme ça. Et après, il y a une concurrence. C'est comme toute industrie dans le monde, vous avez des pays concurrents, des entreprises concurrentes qui vont chercher à vous nuire. Donc ça reste aussi un des grands principes, malheureusement, quand vous êtes dans un secteur industriel aujourd'hui. Et après, donc les risques en fait qui vont être derrière, donc c'est tous les risques qui sont liés aux data, donc qui vont être tout d'abord la disponibilité. Si on ne peut pas tester, on va bloquer les animaux, on va tout simplement pas pouvoir les soigner ou s'en occuper correctement. Ensuite, il y a l'intégrité. Il faut être sûr que les tests soient justes. Je pense que si on prend, encore une fois, un exemple humain, toi, tu n'apprécierais pas que ton laboratoire, l'analyse que tu as pu faire a été falsifiée, qu'on t'ait donné un faux positif ou un faux négatif. Pour les animaux, c'est pareil. Les impacts sont différents, mais on est dans cet esprit-là aussi. On a besoin de la traçabilité. On a de la sélection de filières qui sont extrêmement importantes en France. Et ensuite, on a besoin de la confidentialité. C'est pareil, tout le monde n'a pas à savoir tout sur tout. Tout n'a pas à être public. Les données qui concernent l'élevage français n'ont pas à être sues et connues par l'ensemble de la planète derrière. De par les enjeux économiques que tu évoquais et politiques dans une certaine mesure. Mais d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que ce que tu dis m'évoque un point. C'est que finalement, le Covid, l'épidémie du Covid qu'on a vécue, elle avait une origine animale, non ? Oui, alors oui, effectivement, le Covid a facilité grandement mon travail, puisque quand aujourd'hui j'explique, ou en tout cas j'expliquais que je travaillais par exemple, sur des tests PCR, des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Mais effectivement, le Covid, en fait, a permis, je pense, une grande compréhension ou une meilleure compréhension pour l'ensemble du grand public sur effectivement un phénomène de contamination par une autre espèce vers l'humain et à quel point ça peut se répandre. En fait, chez les animaux, c'est en permanence. Moi, de la gestion de crise sanitaire, j'en ai fait plusieurs les dernières années. Les crises telles qu'on a connues pour le Covid, il faut savoir que dans le secteur animal, c'est très régulier. Actuellement, à l'instant où on parle, on en a une qui concerne toute la filière porcine. Donc là, c'est mondial. Donc, il y a aussi concerné la Chine, juste avant le Covid, mais qui est très en Europe, qui s'appelle l'African Swine Fever. Donc, c'est un virus qui va décimer les porcs. On a la grippe aviaire, notamment sur tout le continent nord-américain, où là, on saute la barrière des espèces, par exemple, et aussi la barrière humaine. Donc, ces phénomènes-là, en fait, dans le secteur animal, sont connus. L'enjeu de maîtriser ces données, de cette compréhension animale, c'est justement d'éviter que ça se répande via les maladies qui communiquent avec l'homme et qu'on se retrouve de nouveau à devoir faire face à ce type de pandémie. Et donc, par rapport à tes travaux, quels sont, t'évoquais les enjeux, les risques, mais finalement... quelles sont les cyberattaques, quels sont les risques cyber dans cette industrie et qui sont les cyberattaquants et quels sont leurs objectifs ? Alors, ça dépend, on va dire, des filières, puisqu'on n'a pas les mêmes concurrents en face. Mais typiquement, on va avoir des États aujourd'hui qui sont concurrents parce que donc la France, il faut savoir qu'elle est assez forte en termes de positionnement d'élevage en Europe et même mondial. Tant en producteur qu'en exportation, on importe relativement peu. Certains États, ça ne leur convient pas. Ils préféreraient bien évidemment qu'on importe. Donc, on va dire qu'on a principalement des acteurs qui vont être de l'ordre de l'étatique en face, qui ont un intérêt à affaiblir la France. Et après, il ne faut pas se leurrer. Dans le monde dans lequel on est actuellement, géopolitique, on a beaucoup de désinformation, beaucoup de choses comme ça qui sont faites pour s'affaiblir les uns les autres, les États. Et ça fait partie d'un des vecteurs qui peut être utilisé puisqu'on touche à l'agriculture et on touche à la souveraineté alimentaire du pays. Donc ça, c'est important. Et ensuite, dans aussi les vecteurs, on sait qu'il y a une sensibilité du grand public à ces sujets. Et c'est vrai que c'est un secteur, la désinformation et tout ce qui va être relatif à l'activisme, en fait, est très important. Donc, jusqu'à maintenant, on avait un activisme physique, une tentative de pénétration dans certains endroits. Aujourd'hui, comme dans
pas mal de situations. C'est le fameux mot activiste avec la contraction entre hacker et activiste qui utilise ces mécanismes. Et quand on connaît parfois l'impact que ça peut avoir sur du grand public, tout ce type d'informations, tu as pris l'exemple du Covid, c'en était un, c'est un des moyens d'affaiblir en fait. Écoute, c'est passionnant et effectivement, c'est un sujet forcément qui nous touche de près par rapport à la santé animale, les liens entre la santé animale et la santé humaine. Alors, on l'a compris, hein, tu as donné un nouveau volet à ta carrière à travers ton MBA en cybersécurité. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton parcours professionnel qui mêle à la fois ton expérience industrielle, ton expérience en cybersécurité? Quels sont tes projets? Tu as parlé de ton entreprise. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Alors, on va dire qu'il y a 2 lignes de nage qui vont sans doute se rejoindre à un moment donné, je pense. Elles se rejoignent déjà beaucoup. Effectivement, j'ai créé ma structure pour pouvoir continuer à travailler avec le secteur, en fait, en général, on va dire de la santé animale au sens large en France. Déjà parce que je me suis passionnée par le sujet en travaillant dessus. Il y a un vrai sujet de fond, il y a un besoin, en fait, qui doit être adressé. Et puis, c'est un écosystème qui est particulièrement agréable, en fait. Il y a aussi le côté humain qui va avec. J'ai eu l'opportunité d'aller sur divers événements qui sont organisés par les groupements métiers, des choses comme ça. Et en fait, c'est un secteur qui est très résilient puisqu'ils ont l'habitude de faire de la gestion de crise. Alors, ce n'est pas de la gestion de crise cyber, c'est de la gestion de crise sanitaire, mais ils ont en eux un sens de la solidarité et aussi un sens de l'accueil, on va dire, de l'échange qui est très agréable, qui est très positif. Et donc, en fait, j'ai juste envie de continuer à les accompagner, en fait, à trouver les solutions, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment des besoins, et d'être capable de lier le fait que depuis 20 ans, je travaille dans ce secteur sur des choses qui ont été très diverses, qui m'ont permis d'avoir une bonne vue et d'être capable de dire, OK, comment on adresse les besoins cyber qui sont spécifiques à ce secteur, puisque comme dans beaucoup d'industries, il y a des spécificités métiers très particulières. Donc, on va dire, ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième, je reste aussi sur le choix ou on va dire le fond de pourquoi j'ai fait le MBA, ce changement-là en cyber, qui reste la cybersécurité industrielle. Moi, je suis profondément convaincue qu'il faut défendre, en fait, les usines, les outils de production, puisque on sait qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus de 60% des PME qui ferment dans les 6 mois après une cyberattaque. Et le tissu français économique est beaucoup basé sur ce type de structure. Et j'ai la profonde conviction qu'il faut les aider à intégrer ce qu'on appelle l'industrie 4.0 et les menaces cyber qui vont avec pour effectivement qu'elles puissent se protéger dans le futur. C'est passionnant, Pascaline. Merci beaucoup de nous partager tes 2 couloirs de nage, tes projets et tes ambitions en matière de cybersécurité. Justement, ça m'intéresserait de comprendre finalement, tu es à la croisée des chemins entre ton métier dans la supply chain et tes engagements relatifs à la cybersécurité. Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins avec envie? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais bien voir évoluer dans ces secteurs d'activité? Alors, ce qui fait que je me lève le matin, je pense qu'aujourd'hui, je suis à une étape où, on va dire, j'ai fini le bord du puzzle et je suis en train d'attaquer le puzzle à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois vraiment le lien, en fait, entre effectivement le fait d'avoir été sur le terrain, que ce soit en gestion de production directement ou en supply, avec tout ce que ça implique. Et aussi, maintenant, les enjeux cyber, je me rends compte à quel point tout ça, ça s'articule, en fait. Et j'allais dire, quelque part, la richesse du parcours qui, certes, n'a pas forcément de la technique comme certains peuvent avoir, mais un autre angle. Et en fait, je vois quelque part, on va dire, la puissance de cette connaissance-là qui se rejoint et de me dire, en fait, ce à quoi j'ai envie de participer aujourd'hui. Je le vois parce que la cyber industrielle, notamment, puisqu'on en parlait, on sait qu'il y a des besoins et qu'on n'est pas forcément en avance. Et de me dire, je sais qu'il y a une place pour moi pour aller faire ça. Et je le vois et c'est ce qui me donne envie. Et puis, le fait, alors si on reprend la deuxième partie, le côté, il y a tellement à faire, en fait, dans le secteur vétérinaire aujourd'hui. Si on prend par rapport à l'humain, le décalage, en fait, est assez important.
Et moi, j'aime bien construire. C'est plutôt mon mode de fonctionnement et de me rendre compte qu'il y a tout à faire. tout à faire, tout à monter devant et avec des gens particulièrement motivés et intéressants. Voilà, c'est aussi ce qui me motive le matin pour me lever. Et donc, du coup, cette conviction qu'il y a une bonne prise de conscience dans le secteur auprès des différentes parties prenantes de secteur d'activité sur le fait qu'il faut agir en matière de l'évolution de la posture de cybersécurité de leurs organisations. Tu le ressens, ça, cette prise de conscience et le fait qu'il y ait un mouvement d'action en faveur de la cybersécurité dans le secteur industriel? Alors moi, dans le secteur dans lequel j'évolue, je vois l'évolution sur 1 an et demi. C'est-à-dire que quand j'ai eu la première approche avec les personnes, de leur dire « je voudrais vous parler de ce sujet parce que j'ai en train de faire des recherches » et souvent on me disait « oh, mais oui, 10 minutes parce que je pense que j'aurais rien à vous dire ». Ou alors « ah, mais moi, ça intéressera personne », qui était vraiment la réponse que j'avais le plus souvent. Donc, et au final, on pouvait faire 1 heure ou 2 heures. Finalement, tout le monde avait quelque chose à dire, donc c'était très intéressant. Donc ce côté peut-être un peu ah bon, ok, vous voulez en parler, d'accord. Et en fait là aujourd'hui j'ai attaqué un cycle, on va dire, de conférences, puisque c'était un petit peu aussi dans les discussions de dire bon, quand les travaux seraient terminés, d'être capable de rééchanger une fois que tout serait compilé. Et on va dire l'accueil ou les échanges qui naissent suite à ça, je me rends compte qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que je pense que j'aurais fait la même conférence il y a 1 an et demi. Je ne sais même pas si j'aurais pu la faire d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'elle n'aurait pas... ou se battre pour ce type de sujet, ça aurait été compliqué. Et je vois aujourd'hui l'évolution qui se fait en disant oui, effectivement. Et je pense qu'en en parlant une première fois et en revenant et en ayant ces évolutions, ça fait son chemin en fait. Ça fait son chemin. Et je pense que si on en reparle dans 1 an et demi, ce sera encore différent. Mais ce qui sera différent, c'est que tu auras apporté ta pierre à l'édifice, Pascaline, et tu auras contribué à faire à cette prise de conscience et surtout ce passage à l'action, parce que je pense que c'est ça dont on a besoin aussi, c'est qu'on comprenne les enjeux cyber dans ce secteur d'activité, mais surtout qu'on mette en place des actions concrètes pour améliorer la protection de la donnée qui est si chère et qui présente des enjeux, comme tu disais, à la fois sanitaires, économiques, politiques. Donc ces sujets sont passionnants et évidemment notre entretien touche bientôt à sa fin, Pascaline, mais ça m'intéressait qu'on puisse peut-être prendre quelques minutes un peu de hauteur ensemble pour échanger sur quels sont selon toi les 2 ou 3 grands enjeux de la cybersécurité industrielle aujourd'hui. Alors, le premier, je dirais, on ne peut plus acheter ou on ne peut plus vendre un équipement industriel qui ne soit pas protégé correctement. Aujourd'hui, quand vous achetez un équipement qui effectivement n'est pas sécurisé, c'est l'entreprise qui l'achète qui va devoir s'occuper de l'intégrer correctement au réseau, le protéger, le maintenir, etc. Et c'est vrai que dans certains cas, alors on ne va pas généraliser, je parle, on va dire plutôt de ce que moi je connais. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait ceux qui produisent en fait les équipements qui vont ensuite dans des univers de production. Il y a une vraie prise de conscience et un vrai travail qui est à faire à ce niveau-là, parce que pousser quelque chose ensuite qu'on doit aller protéger dans le système industriel, il faut co-construire en fait. Il faut vraiment co-construire là-dessus. Tu veux dire prendre en considération les enjeux cybersécurité dès la conception de tous ces équipements. Exactement. Et pour moi, le deuxième enjeu, alors là, c'est une autre de mes facettes, aussi ce que j'ai pu voir. Pour moi, aujourd'hui, la brique qui est nécessaire entre les services de recherche et développement et les services de production, elle est indispensable. Soit parce que vous produisez donc un équipement qui va aller ailleurs. Effectivement, les développeurs vont développer, on va dessiner, etc. Mais il va falloir à un moment donné qu'avant que ça passe sur de la production à grande échelle, on soit capable de se poser la question à ce moment-là, de dire « Ok, est-ce qu'on a bien pensé à la sécurité ?» Voilà, ça c'est pour moi un des points qui aujourd'hui, de se dire... Et en fait, ça va au-delà de simples équipements. Je pense que c'est de manière générale, dès lors que vous avez des services R&D, que vous avez des services de production derrière, allez protéger ou corriger, on va dire, la sécurité dans un environnement qui est déjà opérationnel, qui peut être complexe, en termes de coûts, de temps, c'est pas du tout la même dimension que si déjà, dès la R&D, vous avez bien eu les personnes qui ont accompagné les personnes qui sont en charge de créer, de réfléchir avec ce mindset-là qui est différent. Et pour moi, c'est pas une seule et même personne qui peut à la fois se dire « Tiens, je vais créer, mais je vais sécuriser en même temps ».
La clé pour moi, c'est la co-construction, le travail d'équipe, l'articulation et que tout le monde soit capable de se dire bon, qui est autour de la table quand on a ce type de projet. Et la sécurité en fait partie. Mais c'est intéressant, mais en même temps, ça implique... Enfin, cette démarche, elle est, elle est profitable, effectivement. Je pense que c'est la bonne façon de voir les choses. Mais c'est valable pour tous les nouveaux équipements, tout ce qui va arriver sur le marché, ce qui seront les équipements de production de demain. Et en même temps, on sait on évolue en matière industrielle, toujours dans un environnement où il y a beaucoup de legacy, justement de ces équipements qui sont très anciens et sur lesquels c'est assez difficile finalement d'aller rajouter des briques de sécurité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors pour beaucoup, alors ça c'est une réalité, hein, les équipements dans certains environnements ne se changent pas tous les, je vais dire même 10, 15, 20 ans pour certains, hein, parce que le coût est énorme. Et après, donc, il y a beaucoup d'environnements, on a fait le choix de l'isolement, tout simplement, hein, de mettre, ce qui est peut-être voilà, le plus simple. Effectivement, là, pour revenir à ton point initial, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur le marché un équipement sans avoir réfléchi dès lors qu'on a de la data qui rentre, de la data qui sort. Et ensuite, après, donc pour peut-être, on va dire, arriver à sécuriser ce qui est déjà dans les environnements industriels, il y a des systèmes qui existent. Bon, je ne sais pas si on peut citer des marques ou pas, mais on a la société SecLab en France. Donc là, c'est le côté Montpellier voilà, qui parle aussi, qui sont sur ce créneau-là, en fait, qui essayent d'avoir des boîtiers physiques pour aller protéger les équipements qui sont déjà en place. Voilà. Pour ceux qui ne les connaissent pas, j'invite à aller jeter un œil. Écoute, merci. Merci pour ce partage d'informations. Pour conclure, Pascaline, je te propose d'échanger ensemble sur un sujet qui nous est cher, puisque nous sommes toutes les deux membres du CEF6. C'est donc évidemment la place des femmes dans la cybersécurité. Tu le disais tout à l'heure, tu es membre du CEF6, tu es une femme de la cyber engagée. C'est un secteur d'activité dans lequel on compte peu de femmes, entre 13 et 15%, en fonction des statistiques. Donc un secteur d'activité qui est majoritairement dominé par les hommes. Et j'imagine que le constat est relativement similaire dans le milieu industriel dans lequel tu évolues. Alors, justement, quelle est ta vision sur le sujet ? Toi qui as la jonction entre l'industrie et la cybersécurité, comment est-ce que tu vois la place des femmes dans la cybersécurité industrielle ? Alors, je pense que c'est comme partout, elles ont leur place définitivement. Après, voilà, on va pas se mentir, j'ai pas été dépayséisée quand je suis arrivée en cyber. Le taux de féminisation dans les métiers, donc la gestion de la production, la supply, l'industrie, et moi en plus en étant dans le secteur des biotech, j'ai toujours été dans des environnements principalement effectivement masculins. Après, je vois des choses qui se rejoignent et des choses un peu différentes. J'aurais aimé avoir, on va dire, il y a 10 ou 15 ans, ce que fait une association comme le CEF6 en cyber. C'est-à-dire que sur certains sujets, voilà, j'aurais aimé avoir cette espèce d'endroit où, en fait, tu peux retrouver du monde qui va te conseiller et te dire. C'est aussi pour ça que, du coup, j'ai accepté de faire le podcast, comme je te disais, mais aussi d'être engagée dans l'association, parce que moi, il y a un moment donné, j'en aurais eu besoin. Certes, pas en cyber, certes en industrie, et je ne l'ai pas trouvé, en fait, au moment où je l'ai cherché, pour être honnête. Donc, j'ai fait différemment, c'est pas grave. Et ce que j'apprécie particulièrement et que je n'ai pas vu avant, alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, je ne l'ai pas rencontré sur mon chemin. C'est effectivement, en cyber, il y a une très grosse volonté qui est affichée de dire on manque de diversité, c'est un gros problème et il faut qu'on trouve une solution. Et en fait, il y a une volonté, il y a quand même un discours qui est, je trouve, très présent en cyber et par beaucoup d'hommes aussi. Ce n'est pas porté que par les associations qui militent en ce sens-là. Je trouve qu'il y a aussi une grosse partie de l'écosystème masculin qui dit effectivement... on n'est pas assez vous n'êtes pas assez nombreuses dans ce secteur et ça nous manque. Parce qu'en face, c'est pas le cas. Et il faut être capable d'avoir plein de points de vue différents pour être efficace pour les réponses face aux hackers. Et ça, je trouve ça quand même très agréable. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, je ne vais pas dire attendu, mais en tout cas d'être accueilli à bras ouverts. Donc ça, c'est un bon point. Parce que tu veux dire que dans le secteur industriel, il y a moins cette prise de conscience, en tout cas, il y a moins d'intentionnalité dans le fait d'œuvrer en faveur d'une plus grande diversité de genre ? Alors, je pense qu'elle arrive un peu comme elle est en train d'arriver en cyber, c'est-à-dire que c'est un mouvement, je dirais, global de fond,
où en fait on se rend compte qu'il y a des pans entiers de secteurs où effectivement il y a très peu de femmes et c'est un problème. Donc il y a des groupements qui sont faits, ou en tout cas pour essayer de pousser. Alors moi je le vois, on va dire, sur tous les prismes possibles que j'ai à mon travail, on le voit dans le secteur scientifique. C'est-à-dire que dans le secteur scientifique aujourd'hui, il y a énormément de prix, un peu comme ça peut se faire en cyber, où on va essayer d'aller chercher les filles et aussi de dire dès l'école, les filles, prenez les carrières scientifiques. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent par rapport à quand moi j'ai commencé dans ce secteur il y a une vingtaine d'années. Ensuite, on peut prendre le même parallèle dans tous les métiers industriels qui manquent aussi beaucoup de main-d'œuvre de manière générale et de personnel. La supply, c'est un peu comme la cyber, c'est des métiers en tension pour quasiment les mêmes raisons. On pourrait faire un autre podcast sur ce sujet, et donc aussi se rendre compte qu'il faut aller chercher. Et je trouve que le point commun finalement de tous ces secteurs où on est en train de dire il faut ouvertement aller chercher le côté, l'autre genre, on va dire, c'est que c'est des secteurs en pénurie et où on a du mal à recruter. Et en fait, on se rend compte que recruter par les canaux qu'on avait avant, c'est clairement pas suffisant. Ça ne remplit pas entre les personnels qui sortent de ces métiers et ceux qui rentrent. Et donc, je dirais que les mouvements sont assez récents. Mais aussi forts, ou en tout cas aussi engagés, c'est vrai que je l'ai vu principalement en cyber. Très intéressant. Alors pour conclure, Pascaline, est-ce que tu aurais un message à faire passer dans le cadre de ce podcast auprès de nos auditeurs, auditrices, pour contribuer encore à l'amélioration de la place des femmes dans la cyber? Alors, je dirais, puisque là, on a parlé de ça, la reconversion. Je dirais celles qui ont un doute, qui ont peur, voilà, comme moi au début, lancez-vous. C'est une aventure passionnante. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en cyber. Il y a beaucoup de métiers différents. C'est très large. Donc, pour trouver votre place, voilà, recherchez, regardez. C'est très intéressant. N'ayez pas peur, voilà, d'aller frapper à la porte. Et puis après, je pense que c'est aussi ce qu'essaye de faire le CEF6, c'est la formation dès les écoles, l'information, pardon, dès les écoles, de dire aux jeunes filles, montrer les filières, montrer les métiers, parce qu'en fait, la reconversion va rattraper un manque. On va essayer d'attirer. Mais le problème vient dès la sortie de l'école. Si vous avez 14% de filles dans les écoles, vous aurez 14% de filles dans le secteur après. Donc, ce travail-là, aussi de fond auprès des plus jeunes. Et effectivement, c'est un axe. Ce sont des axes qui sont travaillés par le CEF6, à la fois au travers des actions de sensibilisation dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi des actions de mentorat pour accompagner justement ces femmes en reconversion qui ont envie d'oser, de faire preuve d'audace et de se lancer dans la cyber. Pascaline, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner dans ce 14e podcast Cyber Stories du CEF6. Merci d'avoir pris la parole. Nous avons besoin de rôle modèles comme toi, à la croisée des chemins entre l'industrie et la cybersécurité, pour faire évoluer les mentalités et le positionnement de la cybersécurité dans les organisations et dans notre société. Vous avez écouté une cyber-histoire racontée par une femme exceptionnelle, Pascaline Bossard. Retrouvez toutes les informations de l'association CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, sur notre site web cef6.fr, sur le site des trophées cyberwomanday-cef6.com, et rejoignez la communauté engagée du CEF6 en envoyant un mail à contact@cef6.com. On se retrouve très vite pour le 15e podcast. À très bientôt.